Chers amis, nous allons commencer les conversations de cet après-midi. Le salon littéraire de Tous Créoles, soutenu par la Fondation Clément. Et nous sommes heureux de recevoir cet après-midi une autrice et un auteur. Une autrice, alors il s'agit de Valérie Trodal. Trodal, mais peut-être que Valérie nous expliquera que c'est son nom de plume. Et Serge Talley. Alors, comme déroulé, au départ, je vous présenterai un petit peu les auteurs, je leur poserai 2 questions, et puis en fonction de la conversation, on verra comment nous allons approfondir les questions. Alors, le salon littéraire de Tous Créoles a l'avantage de présenter des auteurs et de permettre d'en découvrir certains. En ce qui me concerne, j'avoue que j'ai découvert Madame Valérie Trodal, et je suis heureuse de cette découverte. Et donc, Madame Valérie Trodal, qui, comme activité professionnelle est rédacteur territorial, est quelqu'un qui, depuis une quinzaine d'années à peu près, se consacre à la littérature parce que, avez-vous dit dans certains médias, depuis toujours, vous êtes passionné du livre et vous êtes passionné par la lecture. Et vous avez, je dirais, la particularité de, à la fois, vous consacrer au roman, à la poésie, et la poésie peut conduire à la chanson. Puisque vous avez commencé par la poésie avec un titre qui est Regard de femme. Il s'agit, si j'ai bonne mémoire, de 70 poèmes à peu près, dont les 3 derniers sont en créole. Et vous avez écrit un 2e recueil de poèmes. Et puis, vous vous êtes lancé dans les romans. Et vous avez votre premier roman est un titre qui peut paraître provocateur puisqu'il s'appelle Les témoins de Jéhovah. Mais Jého et Va en 2 mots. Et tant et si bien que spontanément certains peuvent s'imaginer qu'il s'agit d'un livre sur la religion, mais pas du tout. Il s'agit des témoins du mariage de quelqu'un qui s'appelle Georges Va, dont le surnom est Jého. Et à partir de là, vous partez dans une histoire qui est un peu... Alors, vous avez confié être amateur de thriller. Et vous êtes aussi... Mais vous dites, mais je ne me consacre pas à un genre. J'aime aussi bien émailler le roman de romance et de poésie. Et donc, c'est pour nous une occasion de vous découvrir. Et je dirais, je peux pas être complète parce qu'on pourrait passer vraiment l'heure à dire tout ce que vous faites, mais qu'en 2025, vous avez eu un prix de la poésie à la médiathèque du Lorrain. Vous avez participé à un concours à la médiathèque du Lorrain. Alors, vous allez nous dire ça tout à l'heure. Alors, Serge Talley, Serge Talley, je dirais presque c'est une vieille connaissance. Pas seulement en termes, je dirais, d'amitié politique, mais en termes de littérature, puisque j'ai eu le grand bonheur et le grand honneur de présenter Timilat, qui était l'une de ses productions. Alors, Serge Talley est, dans une autre vie, a été enseignant, directeur d'établissement, et depuis, il se consacre à la littérature. La littérature, c'est, alors on pourrait dire, c'est Timilat qui est, et je pense que le terme biographie serait trop réducteur. Timilat, c'est nous décrit en fait aussi bien le parcours d'un créole actuel, mais également la Martinique, puisque grâce à votre écriture, vous nous promenez dans les quartiers de la Martinique et vous nous faites découvrir la Martinique à travers ses arbres, ses plantes et ses fruits. Et puis vous avez fait un essai qui s'appelle CTM. Ah, CTM, qu'est-ce que c'est? C'est cyclone, cyclone, tsunami et CTM et en Martinique. Et puis, coup sur coup, vous nous sortez, premièrement, la lettre, Césaire, la lettre, et puis un livre de science-fiction, Les guerriers du temps. Alors, on se dit, mais on n'attendait pas du tout Serge Talley, mais je pense que c'était bien voulu, qu'on n'attende pas Serge Talley dans ce registre. Et quand on se plonge dans les guerriers du temps,
On se dit, mais à certains moments, quand Serge Talley écrit, c'est de la science-fiction, mais quelquefois, la réalité a dépassé la fiction qu'il décrit quand on voit ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle au moment où on lit le livre. Donc, ça veut dire le degré de prémonition que l'auteur peut avoir. Alors, je vais me retourner vers Valérie et je vais déjà lui poser la première question pour lui demander, puisque vous êtes passionné de lecture et de livres, est-ce que c'est ce qui a été le déclic pour vous amener à écrire ? Alors, bonsoir à tous. Effectivement, pour répondre à ta question, je pense que ça a été l'élément déclencheur parce que dès mon plus jeune âge, dès que j'ai commencé à lire, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Puisque j'étais une enfant plutôt réservée, je sortais pas. Enfin, c'était l'éducation que j'avais à l'époque, qui était assez stricte. Donc, on devait rester à la maison, faire les tâches, etc. Et quand on avait fini, les loisirs, c'était vraiment prendre un livre et lire. Et du coup, j'ai découvert que c'était un moyen de m'évader, de découvrir tout ce qui se passait autour de moi, autour du monde. Et depuis, j'ai jamais lâché. J'ai vraiment une affection particulière pour le livre papier. Vous avez commencé à écrire très tôt, donc? Oui, j'ai commencé à écrire des petites scénettes, des petites histoires que je lisais à ma petite sœur à l'époque. Et ma vraie histoire vraiment construite, je devais avoir 7-8 ans, c'était Valérie, super détective privé. Donc voilà, parce que je disais beaucoup de Alice, roi détective, des clubs des 7, etc. Donc voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et par la suite, à l'adolescence, ça a été de la poésie. Mais j'imaginais pas que j'étais poétesse. Pour moi, c'était juste comme ça, c'était un passe-temps. Et c'est après, quand on m'a dit, mais pourquoi tu montres pas ce que tu fais, j'ai eu beaucoup de mal parce que je pense que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, un écrivain, c'est pas ça. Je suis pas un écrivain, c'est pas possible. Les poètes, ils sont morts à la base. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à me considérer comme un écrivain, comme une poétesse. Et puis, au fil du temps, et puis avec les retours des gens qui ont commencé à me suivre, qui ont commencé à lire ce que je produisais, ça m'a permis de gagner en confiance. Et puis, maintenant, oui, j'estime que, à ma manière, voilà, je porte ma contribution. Et puis, je me considère maintenant comme un auteur. Alors, la dernière publication, c'est une trilogie. Oui. Et donc, vous avez sorti le premier tome. Voilà, le premier tome. Donc ça, c'est La Faute des Pères. La Faute des Pères. Voilà, c'est le premier tome. Le deuxième, si tout va bien, à la fin de l'année. Et le troisième tome, l'année prochaine, normalement. Donc là, c'est comme un défi parce que dans mes poèmes, je parle de tout. C'est selon l'inspiration. Et on m'a reproché de ne pas avoir écrit sur le scandale du chlordécone. Et du coup, ça m'a un peu embêté. Je me suis dit, mais bon. Après, moi, je me force pas à écrire des choses. J'écris quand j'ai l'inspiration. Et j'étais pas encore inspirée sur le coup. Et je trouve que je n'ai pas assez d'espace dans un poème pour dire ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et puis voilà, parce que mes romans, j'ai fait des premiers jets il y a plusieurs années. Donc les premiers jets, ils font une centaine de pages manuscrites. Et ensuite, je fais un travail de réécriture. Donc, c'est en réécrivant un de mes romans que je me suis dit, je vais l'inclure dedans. Donc, du coup, maintenant, j'ai rajouté cette partie. Je parle du chlordécone, je parle de pas mal de choses, entre autres. Et ça a fait un nombre de pages considérable. Donc, du coup, j'étais obligée de scinder en deux. Et quand j'en parlais à un ami, il m'a dit, pourquoi t'en fais pas 3? Je dis, mais non. Et du coup, maintenant, il va faire 3 tomes. Alors, je pensais passer tout de suite à une question à Serge, mais avant, vous avez eu une réflexion tout à l'heure et ça me fait rebondir pour vous poser une question. Vous dites qu'on vous a reproché de ne pas avoir écrit sur le chlordécone. Oui, les lecteurs sont parfois, ils ont des regards très critiques sur ce qu'on produit. Mais est-ce qu'un écrivain, ce n'est pas un militant? Je veux dire qu'un militant puisse écrire, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'un écrivain, il a justement sa liberté d'écriture, sa liberté de créativité, sa liberté d'imaginaire, et que lui, il n'obéit pas à des Oui, normalement, ça devrait être comme ça. Mais il se trouve qu'on a affaire à des êtres humains qui ont parfois une conception de la vie et des choses particulières. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait quand même coupé le sifflet qu'on m'interpelle comme ça.
Et même dans mes romans, hein, par exemple, on m'a interpellé en me disant ah, mais je comprends pas pourquoi tes personnages ils s'expriment en créole uniquement quand ils sont fâchés. Et j'avais pas eu cette conscience dans mon premier roman, donc j'ai dit bon ben je vais faire attention. Donc pour le suivant, là je fais attention, il parle en créole un peu plus souvent. Mais c'est vrai que moi j'écris comme ça vient. J'ai vraiment pas, comme les auteurs disent qu'ils ont le syndrome de la page blanche, je connais pas ça. Parce que moi, je m'oblige pas à écrire. Donc c'est quand j'ai envie, quand ça vient, c'est là que j'écris. Quand je peux rester plusieurs mois sans rien produire. Et puis d'un seul coup, j'écris. Donc, mais c'est vrai que normalement, un auteur doit être libre de ses pensées, libre de s'exprimer comme il le ressent. Y compris vis-à-vis de son public. Tout à fait, vis-à-vis de son public également. Alors Serge, la question qui me brûle les lèvres, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Pourquoi la science-fiction? Qu'est-ce qui t'amène à la science-fiction? La science-fiction, parce que quand j'étais adolescent, c'était ma lecture de prédilection. Quand je suis devenu jeune adulte, j'avais un copain dont le beau-père était traducteur de science-fiction. Donc j'avais les bouquins gratuitement. Et donc je en lisais 2 ou 3 par semaine. Et bon, à force, ça allait rejaillir un jour. Et puis là, c'est arrivé maintenant. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais c'est arrivé maintenant. Donc justement, il y a un moment... Ça, c'était pas encore à maturité. J'avais pas eu cette envie parce que écrire pour moi, c'était être journaliste. J'écrivais, comme j'aime à dire en rigolant, j'ai écrit dans tout ce que la Martinique compte de journaux, sauf dans Justice. Bon, mais c'est juste pour embêter Michel Branchi que je dis ça. Et je n'avais pas éprouvé ce besoin jusqu'au jour où mon fils aîné, qui est sourd, m'a fait comprendre qu'il ne comprenait pas tout ce que je racontais quand je parlais de généalogie. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je mette par écrit toutes les recherches que j'ai pu faire pour toute la famille. Bon, j'ai cherché une formule qui vaut ce que ça vaut. Et puis j'ai eu la bénédiction du président de la République qui a confiné le pays, donc qui m'a confiné, ce qui m'a permis d'écrire une fois par 40 pages en une journée, enfin des choses de ce genre. Et donc voilà, et donc le reste est venu après. Alors je reviens aux Guerriers du Temps, puisque Les Guerriers du Temps, c'est un roman de science-fiction, donc qui nous parle d'un moment où la Terre est dévastée, c'est-à-dire qu'on a tous les prémices aujourd'hui de ce que tu décris dans ton livre, c'est-à-dire les questions climatiques, les questions de menaces sur la biodiversité, les menaces sur les relations humaines, les menaces sur les espèces. Et comme par hasard, il y a un espace qui est l'espace caribéen, qui est protégé par un dôme céleste et qui permet d'être la région qui est la plus enviée du monde, parce que dans cette région, on a maintenu une nature vivante et on a maintenu des relations humaines. Et donc, par conséquent, quelque part, est-ce que ce n'est pas le souhait caché de tout temps du militant que tu étais, de faire en sorte que tout ce qui a fait notre histoire serve de modèle pour le monde? Tout à fait, mais les choses s'imbriquent. Je ne sais pas comment les autres écrivent, mais moi, ça vient au fur et à mesure. Quand au début, je me dis, tiens, je ne sais pas comment j'ai commencé, et je me dis, mais c'est vrai qu'on pourrait, aux Nations Unies, faire un truc de protestation contre tout ce que les Chinois, les Américains, les Européens font. Et puis je me dis, mais qui peut faire ça? Et puis je sors un représentant de la Caraïbe et je le fais venir par hologramme. Donc c'est déjà différent. Tous les autres sont là et lui, il n'est pas en hologramme. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa Caraïbe, il préfère ne pas en sortir et que les autres sont dans un monde en déliquescence dont tu parles. Les sargasses dont nous parlons, c'est pratiquement tout l'océan Atlantique. Il y a des villes qui sont dévastées parce que je pense que les Israéliens ils vont pas se contenter de Gaza, ils vont encore détruire d'autres villes. Les Russes vont faire la même chose.
cette semaine, M. Trump a menacé d'envoyer 2 sous-marins nucléaires. Donc, on va y arriver. Il suffit d'être patient. Donc, les villes vont se détruire, les pays vont se détruire. Et puis, je me dis toujours que dans toute catastrophe, il y en a toujours qui sortent. Même quand on a tué les dinosaures, il y a des petites plantes qui restaient, il y a des petites bactéries qui sont restées et qui ont fait que la vie est revenue sur Terre après des millions d'années. Donc je me dis, bon, mais s'il se casse la bouche ou la gueule, si tu veux, ben, ça va venir. Et puis je me dis, pourquoi pas de la Caraïbe? Et puis je dis, mais comment c'est possible? Pourquoi la Caraïbe? Je dis, ah, mais il y a quelque chose qui t'a fasciné depuis ton adolescence, ce sont les voyages dans le temps. Moi, j'ai toujours rêvé de voyager dans le temps. Et quand je vais au cinéma, je me dis, purée, si j'avais pu changer ça, j'aurais changé comme ça. Et même des fois, je me dis, si je pouvais aller changer la nuit de noces de telle ou telle personne, on n'aurait pas le président de la République, on n'aurait pas tel dirigeant du monde. C'est un exemple, si je pouvais. Et donc, je me dis, et pourquoi pas utiliser ça? Et voilà comment les guerriers du temps naissent et ils vont changer le cours de l'histoire. Parce que s'ils ne changent pas le cours de l'histoire, moi, je ne peux pas changer le futur. Ça, j'ai l'impression de parler comme Dieu quand je parle comme ça. Chaque fois que je dis ça, je vais changer le passé, comme ça, je changerai le futur. Voilà. J'ai dit, et c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, simplement. Non, mais ce qui paraît à la fois de la science-fiction et de l'utopie, ça peut être aussi un moteur pour nous. C'est-à-dire que ce matin, nous disions à la table ronde avec Monsieur Raphaël Nicole que les Martiniquais n'étaient pas assez conscients de leur potentiel. Et donc, par conséquent, c'est vrai que si nous faisions, le slogan de Tous Créoles, faire de nos différences une œuvre collective, je trouve que ça a tout son sens parce que nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches d'une histoire, et donc il faut en faire un moteur. Pourquoi que depuis que je suis arrivé à Tous Créoles, vous m'avez bien appris la leçon, et puis j'ai compris, donc, et puis c'est venu. Mais on peut dire ça, que j'ai écrit Les Guerriers du Temps après être allé à Tous Créoles. Oui, je crois aussi que le métissage, c'est de ça qu'il s'agit, que ce soit dans Timilat ou que ce soit dans Les Guerriers du Temps. Le métissage, c'est l'avenir du monde. Si, l'autre fois, je ne sais pas qui me posait la question, voulait dire que s'il n'y a pas de métissage, le monde est foutu. Et j'avais répondu oui. Oui, s'il n'y a pas de métissage, le monde est foutu. Et tous les dirigeants qui ne comprennent pas ça, que ce soit en Israël, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs, ils le prouvent chaque matin. Chaque matin, tandis que je parlais tout à l'heure avec une dame pour lui expliquer son métissage. Elle me disait, et puis en plus du métissage de mon père, ma mère vient d'Europe. Mais elle a un métissage européen parce que tout le monde est métissé. Tout le monde est métissé. Alors, les métissages ne sont pas les mêmes. On peut avoir des Mongols et des Chinois qui rencontrent des Indiens, mais on peut avoir des Ukrainiens qui rencontrent des Africains, puis des Américains qui rencontrent des Normands, etc., etc. Bon, ce qui est bien à la sortie, c'est quand moi je fais un test ADN et que j'en ai 16 ou 17 origines différentes, dont seulement 30% d'afrodescendance. Voilà, ça veut dire que j'ai 70% d'autres choses. Et moi, je suis très fier de ça. Voilà. Bon, s'il y en a qui ne sont pas contents, bon, c'est comme ça. Mais moi, je suis pas afro-descendant. Mais je ne suis pas indo-descendant. Je suis rien de ces choses-là. Parce que je ne suis qu'un Martiniquais. Simplement Martiniquais. C'est sur tous mes papiers, je signe comme ça. Les gens me disent, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que si les Africains n'étaient pas venus à la Martinique, si les Européens n'étaient pas venus à la Martinique, si tous ces gens-là, comme certains disent, n'étaient pas descendus du bateau, je ne serais pas né. Tout à fait. Alors, donc, je ne peux être que Martiniquais, que ça. Alors, ça me permet de rebondir sur la question, sur la puissance de l'écriture. L'écrivain, c'est celui qui, à partir d'une réalité historique, peut faire créer un univers. Et par le genre utilisé, et vous, Valérie, vous utilisez donc la poésie, le roman. Et j'ai été frappée de voir que 2 de vos textes de poésie qui sont traversés, qui font état au navire négrier, justement, à la traite, et Anton Robet, qui fait partie d'une belle époque de l'histoire, ces poèmes
ont servi à Edmond Mondésir pour écrire des chansons. Et donc, on voit là la correspondance entre deux éléments de l'art, qui sont l'écriture et la musique. Et j'ajouterai la danse, puisqu'on sait qu'Edmond Mondésir est également un joueur de tambour et un danseur de ballet. Et donc, par conséquent, pour vous, est-ce que pour vous, aussi bien l'écriture romanesque que la poésie vous aident à pouvoir créer votre univers? Oui, tout à fait, parce que l'écriture, c'est un acte qui a l'air peut-être anodin pour certains, mais l'écriture a une force particulière qui permet, en mettant des mots MOT sur des mots MAUX, de délivrer non seulement des messages, mais aussi de délivrer les gens de leur souffrance. Donc, c'est vraiment important que nous, en tant qu'auteurs, on doit s'en rendre compte, nous sommes un peu comme des phares qui, avec les informations, les messages que nous faisons passer, nous permettons à ceux qui sont en souffrance encore, qui sont parfois dans le déni ou voilà, parce que chaque personne chemine à son rythme. Donc nous leur permettons parfois de mettre des mots sur ce qu'ils vivent et qui leur permettent d'avancer, d'aller vers la guérison et la résilience. Donc oui, je pense que l'écriture, c'est quand même une force très importante. Oui, c'est important le mot résilience, puisque c'est le thème de la conversation d'aujourd'hui. Et c'est vrai que on mesure chaque jour, je dirais, la force et la puissance de l'art, comme alors Aimé Césaire appelait ça les arts miraculeuses quand il parlait de la littérature, de la poésie, parce que effectivement, ce sont des béquilles qui quelquefois aident à prendre conscience d'une situation et à savoir que on peut en sortir. Et donc vous, dans votre, je reviens à vos romans, vous attachez aussi à décrire des situations qui sont des situations que connaissent certaines parties de la société. Par exemple, dans votre dernier roman, vous allez aborder le fait des familles matriarcales, donc qui est une réalité. Donc l'écrivain aussi a cette capacité de pouvoir décrire ce qui se passe dans sa société. Dans sa société, tout à fait. Et en fait, nous sommes en quelque sorte des témoins. Donc, nous évoluons dans cette société. Donc, nous pouvons témoigner et à notre façon, avec notre vécu, nous pouvons raconter des histoires qui vont permettre aux Martiniquais de s'identifier aux personnages que nous décrivons. Parce que bien souvent, dans mes rencontres, mes échanges avec les lecteurs, j'ai eu des personnes qui me disaient moi je ne lis plus parce qu'à l'école on nous faisait lire des ouvrages de personnes qui sont décédées ou bien qui viennent de loin, on les connaît même pas, etc. Et du coup j'ai dû les convaincre d'essayer. Et après, j'ai eu des retours, ils sont venus, ils étaient très contents de voir que finalement, ils ont réussi à s'attacher à certains personnages, ils ont reconnu des endroits que je décrivais. Donc, tout de suite, on me dit, mais c'est une histoire vraie, etc. J'ai dit, non, c'est de la fiction, mais je me base toujours sur du réel. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je pars d'un réel et je brode autour et je raconte mon histoire. Et à la fin, tout s'imbrique parfaitement et ça fait un récit. Donc, pour revenir sur la résilience, j'ai participé donc à ce fameux concours. Effectivement, c'était pour le 22 mai au Lorrain. Et donc, c'est le Nord capte la poésie avec la ville du Lorrain et Cap Nord. Et j'ai écrit un texte en créole, effectivement, qui traitait de la résilience, un peu de l'esclavage. Et à ma grande surprise, j'ai eu le 2e prix. Et dans la foulée, j'ai participé à un autre concours avec le CNFPT. Et cette fois, c'était sur le centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Et j'ai eu le 1er prix pour mon texte. Félicitations. Sur voilà, donc cette année, je suis très contente de ce que j'ai pu produire. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'au niveau de poésie, j'avais rien produit. Et c'était pour participer à ces concours que j'ai réussi à produire quelque chose. Et puis, donc ma dernière nouveauté, donc le roman il date déjà un peu. Ma dernière nouveauté, c'est le conte créole. Donc, je me suis livré encore à un nouvel exercice parce que j'aime bien les défis. Donc, mine de rien, je me suis livré à un nouvel exercice et tout aussi salutaire que les autres.
Donc, en fait, c'était de rédiger entièrement le conte. Donc, il était en créole, en respectant les écrits et craques, vraiment dans la tradition, comme les conteurs le faisaient lors des veillées. Et donc, j'ai élaboré cette histoire en créole. Et je peux vous assurer que c'était pas évident, mine de rien. Et j'en suis très fière. Et ensuite, donc, je l'ai traduit en français pour que le professeur puisse le traduire en anglais. D'accord. Donc voilà. Donc on a les 3 versions dans l'ouvrage. C'est ma nouveauté. Il est arrivé le mois dernier. Il n'est pas encore en librairie. C'est une primeur au salon. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Alors je me tourne vers Serge. Ça a été quasiment le grand écart parce qu'entre la science-fiction en même temps sort Césaire la lettre qui, on peut dire, c'est un travail d'archiviste. Donc nous sommes dans le temps passé et nous sommes dans le temps à venir. Et donc c'est un exercice où tu as pu garder ton équilibre. Ah oui, non, mais Césaire la lettre, c'est de la recherche. C'est trouver les journaux, aller aux archives territoriales, être sympa avec les employés qui sont sympas avec moi, trouver les bonnes personnes comme Madame Darcière ou Monsieur Branchy qui me donnent les bons documents et puis les classer. Alors on va peut-être replacer le contexte, la lettre. Alors redis-nous. 24 octobre 1956, Aimé Césaire envoie un courrier à Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste français, et lui annonce sa démission du Parti communiste français. Pas martiniquais, puisque c'était une fédération à l'époque, mais bon, du parti. Et mon travail a été de rechercher les réactions dans la presse martiniquaise. C'est tout. Parce que la presse martiniquaise, en 1956, et ça va durer jusqu'à 1957, ma recherche, c'est-à-dire au moment de la création du Parti communiste martiniquais, c'est 9 journaux. C'est 9 journaux de toute tendance, de la gauche à l'extrême droite, avec tout. Donc, c'est intéressant pour ceux qui voudront faire de la recherche, rentrer dans les détails sur, je sais pas moi, la pensée socialiste en 1956 à la Martinique ou sur la pensée d'extrême droite à Fort-de-France, ils vont trouver de quoi faire. Oui, alors peut-être que c'est aussi l'occasion de rappeler que la démission d'Aimé Césaire du Parti communiste français, c'est quand même un séisme dans le paysage politique français à l'époque. Oui. Et donc parce que on se souvient comme des réactions qui ont lieu, c'était je dirais que presque on pouvait pas imaginer, en plus un Martiniquais, un nègre qui avait cet acte-là. Tant et si bien qu'on se souvient que, si j'ai bonne mémoire, c'est Aragon, parce que en Haïti, on convainc, comment il s'appelle, de faire une lettre pour désavouer en quelque sorte Césaire, parce que Aragon, il essaie de rameuter tout le monde pour pouvoir fustiger Aimé Césaire. Et donc c'est un acte qui est pas seulement un acte politique, mais c'est un acte, je dirais, d'indépendance personnelle par rapport à une vision du Parti communiste sur le Parti communiste antillais. Oui. Enfin, les communistes antillais. Oui, c'est vrai que c'est un acte fondateur dans la mesure où, par exemple, plein d'hommes politiques de l'époque vont se tromper. Ils vont aller vers Césaire, dire « Ah, alléluia, merci, bravo, Césaire a démissionné, on va avec Césaire ». Bon, je vais citer personne, ils ont peut-être leurs descendants là, mais ils vont comprendre qu'ils se sont complètement gourés, trompés, et ils vont faire d'autres chemins moins d'un an après, quoi. Enfin, vers 1958, à la naissance du Parti progressiste martiniquais, ils vont battre en retraite. Voilà, je ne cite personne. C'est sûr que... mais moi la suite... je pense que c'est une erreur stratégique des communistes martiniquais. Mais ça, c'est juste mon analyse. Ils ont paniqué. Ils ont paniqué parce que avec Césaire, ils avaient déjà discuté, que ce soit en 1954 ou en 1955, de la création d'un parti communiste martiniquais. Et Césaire dit bien dans sa lettre, et il le redit dans un tract quelque temps après, « Je demeure un communiste martiniquais, même si je démissionne du Parti communiste français. » Bon, ils ont paniqué, ils ont dit, bon, on te fout à la porte, et c'est eux ils ont viré Césaire de la Fédération de Martinique, et
Ben ça, c'est de la science-fiction. Là. Alors maintenant, je vous pose à tous les deux la question, est-ce que quand on est dans des pays comme les nôtres, les écrivains, est-ce qu'ils doivent avoir, en plus de leur création, leur créativité particulière qui peut s'exprimer dans la poésie, dans le roman, dans l'essai, dans tous les genres littéraires, est-ce qu'ils ont quelque part aussi comme fonction de pouvoir transmettre une mémoire, une histoire à la génération actuelle? Parce qu'on a l'impression quand même, quand on vous lit, que vous transmettez une histoire, une continuité de la société martiniquaise à vos manières différentes. Mais est-ce que vous pensez que c'est, compte tenu de l'histoire de nos sociétés, est-ce que l'écrivain a cette fonction particulière? Vas-y. Non, moi je ne pense pas. Moi j'écris ce que je pense. Je ne suis pas un guide, je ne suis pas un guide du tout. Et ce que je pense, c'est qu'il y a des groupes organisés intellectuellement qui veulent mettre la Martinique dans des cases. Et ils créent des concepts pour nous emmener je ne sais pas où. Exemple, le mot résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Une résilience, c'est la capacité de faire face à des difficultés, à rebondir après un choc. Et on veut que j'ai une résilience sur l'esclavage. C'est n'importe quoi. Voilà, je peux le dire encore mieux, c'est du n'importe quoi. Je peux même être grossier, c'est du foutage de gueule. Parce que moi, en aucune façon, après 75 ans de vie, je les aurai en décembre, ne vous inquiétez pas, mesdames, après 75 ans de vie, je n'ai jamais eu de traumatisme venant de l'esclavage. Alors on va me dire, tu es une exception. Non, je ne suis pas une exception. Je viens d'une famille qui a appréhendé l'histoire à sa façon, qui a raconté l'histoire. Au point que mon père m'a même inventé un esclave Albert qui aurait été vendu avec son mulet sur la place du Gomorne. Et mes recherches généalogiques n'ont jamais trouvé ce monsieur. J'ai trouvé d'autres esclaves, mais pas cet Albert. Parce que qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut me dire, bonhomme, tu as un héritage. Tu es un descendant d'esclaves parce que tu as une mamie, une tati, un arrière-grand-père, etc., qui a été à un moment de sa vie esclave. Eh bien, son héritage, c'est que tu es une victime. C'est ça non, que ça ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire forcément ça. Et je pense que c'est une violence absolument atroce. Pour moi, si je me laissais avoir, mais je pense que pour les gens qui se font avoir, j'ai entendu une vidéo cette semaine, une jeune dame, visiblement métissée, qui raconte que son père est d'origine martiniquaise ou guadeloupéenne, je ne sais plus, et que sa mère est d'origine alsacienne. Et elle vivait tranquille jusqu'à l'âge de 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus, jusqu'au jour où elle découvre dans les papiers que dans sa famille alsacienne, eh bien, il y aurait eu un propriétaire d'esclaves. Et elle est traumatisée depuis ça. Mais c'est monstrueux de faire ça aujourd'hui. Alors, tout à fait. Mais est-ce qu'on ne change pas de registre? Parce que là, j'ai plus l'impression d'entendre parler le journaliste qui répond à une question. Lorsque nous sommes dans le cadre de la création de l'auteur, chacun choisit et sa façon de raconter une histoire qui est son histoire, mais qui est en même temps celle d'une communauté dans laquelle il vit. Et la question que je pose, et je la reviens, peut-être qu'elle était mal posée, c'était de dire que en Martinique, les auteurs, ce n'est pas une mission, ce n'est pas la fonction et la mission sont, me semble-t-il, des choses différentes. C'est pas comme un militant politique qui fait partie d'un parti et qui se fixe une mission. C'est pas ça. La question que je posais. Est-ce que de par la créativité dont fait preuve un auteur, qui est capable d'avoir plusieurs champs de créativité, on les a examinés, qui sont la poésie, qui sont l'essai, qui sont le roman, qui peut être le documentaire, qui peut être le pamphlet, la littérature met à la portée du créateur une série de possibilités où la créativité peut faire en sorte que les auteurs peuvent s'exprimer. Mais moi, j'ai pas de souci. Chacun s'exprime à sa façon. Voilà. Je répondais juste pour Serge Daly. Si les 39 autres auteurs qui sont là sont pas d'accord, ben ils sont pas d'accord. Oui, Serge Daly dit
que rentrer dans un gouffre, dans un couloir où l'esclavage, c'est le phare qu'il faut éviter et que 200 ans après, je dois être victime par héritage. Victime par héritage, je dis qu'on me fait une violence mentale parce que je n'honore la mémoire d'aucun ancêtre en faisant ça. Au contraire, on me fige une identité. Oui, mais la question... En 1830. Non, mais je réponds à ta question. Non, c'est pas ma question, Je réponds à ta question. Et donc, quand je crée avec ce que je pense. Tout à fait. Je crée avec ce que je pense. Et je pense ça, et à travers mes livres, c'est clair et net. Tout à fait. C'est clair et net. Et ça n'empêche pas que dans Timilat, j'ai une ancêtre qui se fait violer sur un bateau, hein, mais c'est pas grave. La question que je vais poser à tous les deux, avant que nous nous quittions, c'est on a des exemples des gens que vous avez déjà pratiqués. Est-ce que vous nous réservez des surprises? Est-ce que nous devons nous attendre? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez explorer? Et est-ce que vous nous promettez des nouveautés? Oui, moi j'aime bien les défis, donc je suis tentée par le théâtre. Je vais voir, peut-être que je vais produire quelque chose, on ne sait jamais. Et puis la science-fiction, j'ai déjà pensé, mais c'est pas encore. Peut-être que ça va venir. On va voir. Mais pour l'instant, là, normalement, pour la fin de l'année, ça devrait être un recueil de poésie avec les 2 textes qui ont été primés et le tome 2 de La Faute des Pères. D'accord, mais on attend avec impatience. Merci beaucoup. Alors Serge? Moi, je me refuse absolument rien. Mais, Voilà. Parce que je veux rendre hommage à mes ancêtres. Je veux rendre hommage à tous mes ancêtres. Et rendre hommage à mes ancêtres, c'est refuser toutes les chaînes, même les chaînes symboliques. Et comme ça, je sais que je leur rends hommage. Sinon, pour la suite, j'ai en préparation un document que j'espère qu'il fera du bruit. Moi, je vais le vendre à quelques milliers d'exemplaires sur l'OJAM, puisqu'il y a plein de gens qui parlent de l'OJAM sans savoir ce que c'est. Mais bon, je leur dirai tout ce qu'ils aimeraient savoir, qu'ils n'ont jamais osé demander. J'ai mais je ne saurais pas le classer, un projet sur le fait d'être martiniquais par décision. C'est-à-dire quelqu'un qui serait né en Argentine, et par exemple, quelqu'un que nous connaissons qui est né en Argentine et plus martiniquais que ça, bon, c'est compliqué, ainsi de suite, mais il y en a des centaines en Martinique. J'ai un que j'intitule déjà, parce que j'ai écrit plein de pages, de 4 à 64 ans, parce que de 4 à 64 ans, j'étais dans l'éducation nationale. Tintin fait de 7 à 77 ans, donc je peux faire. Et puis j'ai encore un autre sur la guerre, sur la période de l'amiral Robert. Et puis, mais je me refuse rien. Mais j'écris des nouvelles érotiques, mais je ne sais pas si ça va passer en Martinique. Alors, ça veut dire tout simplement que les prochains salons littéraires de Tous Créoles auront le plaisir d'accueillir avec joie. Avec beaucoup plaisir, oui. Donc, merci beaucoup et puis bonne continuation au salon. Merci beaucoup. Merci. Ouais, mon petit voix, moi, là, mon bon.